hop. Ah, c'est mieux comme ça. Donc on passe au grand B, là on a fini le petit 2. Grand B de la dernière grande partie du chapitre. Grand B qui va être la dernière sous-partie du chapitre, consacrée enfin aux stratégies des firmes multinationales. Donc les stratégies des FMN, objectifs et moyens de les atteindre. Donc on va voir ce que peuvent faire les firmes multinationales pour essayer de vendre plus, puisque c'est toujours ça l'objectif, hein. Donc on va voir que les firmes multinationales utilisent diverses stratégies pour essayer de gagner des parts de marché, de vendre plus, de gagner plus d'argent. Ça, vous avez de nombreux sujets qui y tombent, hein, soit en EC1 sur les facteurs explicatifs des délocalisations, ou les facteurs explicatifs de la compétitivité prix, les facteurs explicatifs de la compétitivité hors prix. Les réponses de ces EC1 se retrouvent aussi dans certaines EC3. On peut vous demander d'aligner plusieurs arguments pour expliquer comment une entreprise peut améliorer sa compétitivité. Comme la compétitivité, c'est deux choses, c'est prix et hors prix, vous pouvez aligner plusieurs AEI pour répondre à ces sujets de C3. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce grand B qui répondent à de nombreux sujets de bac. Donc il va falloir pas passer à côté de ça. C'est pour ça que j'ai essayé de rédiger au maximum cette partie-là en AEI pour que ce soit clé en main pour vous. Voilà. Après, évidemment, vous pouvez toujours aller chercher d'autres cours sur Internet si jamais vous avez peur. Mais bon, j'ai peur que vous soyez déçus parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses rédigées à 100% et avec des exemples. Donc, bon, c'est vous qui voyez, hein. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire pour vous aider un maximum. Donc, on y va. Donc, les stratégies. Il va y avoir trois stratégies. La première, c'est la recherche d'une meilleure compétitivité prix. On y va. Donc, un rappel. Donc, la compétitivité prix, hein, on l'a déjà défini plus haut dans le chapitre, hein, ça désigne tout simplement la capacité d'une entreprise à vendre à un prix plus faible que ses concurrents, tout en gardant constante la qualité du produit vendu. Effectivement, si vous vendez moins cher parce que votre produit est de moins bonne qualité, on ne peut pas vraiment dire que vous êtes plus compétitif. En revanche, si vous vendez moins cher tout en gardant constante votre qualité, là vous gagnez sur vos concurrents qui sont relativement plus chers pour un même produit. Donc c'est ça la définition de la compétitivité prix. Donc une entreprise qui cherche à améliorer sa compétitivité prix va donc mettre en place des stratégies visant à réduire ses coûts de production. Une de ces stratégies, donc le but, hein, je ne vais pas aller trop vite, hein, le but c'est de réduire les coûts de production. Voilà, ça c'est compétitivité prix, il faut qu'on trouve des moyens de baisser les coûts de production. Tout ce qui va suivre n'a que pour objectif, n'a que pour unique but celui-ci, qui est de réduire les coûts de production, d'une manière ou d'une autre. On va voir comment. Donc une de ces stratégies pour baisser les coûts de production consiste pour l'entreprise à se multinationaliser. Donc l'entreprise va s'implanter dans divers pays et à mettre en place ce que l'on appelle une division internationale du processus productif ou du processus de production, ça dépend sur quel document vous tombez, mais l'idée est la même. La DIPP, donc division internationale du processus productif. Et le but va être de réduire donc les coûts de production. On parle à ce titre de stratégie de rationalisation de la production. Donc ça, c'est vraiment l'expression qui vous permet de résumer une sous-partie dans une dissertation. Vous voyez, par exemple, si vous avez un facteur explicatif du commerce mondial, vous pouvez avoir un grand B qui s'appelle la rationalisation de la production par les firmes multinationales. Voilà. En une seule phrase, vous avez un titre, hein, et on sait ce qu'il va y avoir dedans. Donc, alors qu'est-ce que c'est que cette stratégie de rationalisation? C'est-à-dire donc de mise en place d'une DIPP. On y va. Alors en effet, il existe plusieurs étapes. Alors ça va être un petit peu long, le en effet, parce que en fait, voilà, on pose pas mal d'idées. Une fois que vous aurez compris, vous pourrez essayer de redire ça plus rapidement. Moi, ça va être un petit peu plus long, mais c'est pour que vous compreniez. Donc en effet, il existe plusieurs étapes dans le processus de production, et chacune de ces étapes ne nécessite pas les mêmes types de facteurs de production, c'est-à-dire capital physique, capital technique, de la main-d'œuvre qualifiée ou au contraire de la main-d'œuvre peu qualifiée, des ressources naturelles, des matières premières. Donc selon les étapes, on n'a pas besoin des mêmes facteurs de production et pas dans les mêmes quantités d'ailleurs.
Donc on peut représenter les différentes étapes du processus de production d'un bien, comme le fait la courbe du sourire, ou alors smiling curve, je crois, qui est voilà, une représentation du processus de production qui nous est proposée par l'OCDE. Donc vous avez ici donc les différentes étapes du processus de production qui font une forme en U qui ressemble à un sourire. Et pourquoi est-ce que c'est décroissant puis croissant? C'est parce que à chaque étape correspond la valeur ajoutée générée par cette étape dans le processus de production. Donc on a des étapes qui rapportent plus d'argent d'une certaine façon, ou qui génèrent plus de valeur ajoutée que d'autres. Donc je vais décrire ça juste après. Et vous voyez bien qu'au début, en amont, comme on dit, en amont, les étapes en amont sont à très forte valeur ajoutée. Puis au milieu, c'est à faible valeur ajoutée. Et en aval, ça redevient des étapes à forte valeur ajoutée. Donc de la structure de ces différentes étapes du processus de production va découler une stratégie pour les entreprises. C'est ce qu'on voit tout de suite après. Alors je poursuis donc pour développer ce point. Les étapes les plus en amont, comme je viens de dire, et en aval, sont celles qui génèrent la plus forte valeur ajoutée. Au contraire, les étapes intermédiaires, comme par exemple la production des composants, l'assemblage, le transport, ça c'est des étapes qui sont peu créatrices de valeur ajoutée, parce que c'est pas très compliqué en principe d'assembler des composants, de les fabriquer, de les transporter. Donc ça rapporte pas beaucoup. La firme va donc chercher à localiser chacune de ces étapes. On parle souvent à ce titre de chaîne de valeur globale. En fait, on peut voir un sourire ou une chaîne. C'est deux termes synonymes. Vous voyez bien, c'est les différents maillons du processus de production. Parfois, vous croisez le terme de chaîne de valeur globale. Donc, localiser chacune de ces étapes dans plusieurs pays en fonction des avantages comparatifs que propose chacun d'entre eux. Donc c'est-à-dire que chaque pays va avoir des avantages et aussi pourquoi pas des inconvénients en matière de production. Et donc il y a certains pays qui se prêtent plus ou moins bien à certaines étapes du processus, de telle sorte que ça permet de baisser les coûts. Donc ainsi, les tâches qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, donc il faut beaucoup de bras, mais qui sont relativement simples à réaliser, donc la production des composants, l'assemblage, seront localisées dans des pays où la main-d'œuvre est peu coûteuse. Et oui, si vous avez besoin de beaucoup de bras, autant faire en sorte que cette main-d'œuvre soit peu coûteuse. Sinon, vous allez avoir du mal à être rentable. Alors que les activités à forte valeur ajoutée, et nécessitant donc une main-d'œuvre très qualifiée, puisque. Est-ce que j'ai mis des exemples? Donc, les activités à forte valeur ajoutée, oui, j'ai pas précisé, c'est RD, c'est la recherche et développement. La conception, ça veut dire que c'est les ingénieurs, c'est les gens qui réfléchissent pour fabriquer, pour inventer le produit technologique, ceux qui font de la recherche pour créer des nouvelles technologies, des nouveaux procédés de production. Donc ça, ça forcément, il faut être extrêmement qualifié. Hein. C'est des ingénieurs, c'est des gens qui ont des doctorats, donc des gens qui ont fait de très longues études. Donc forcément, eux, ils créent beaucoup de valeur ajoutée. Et après, ça devient beaucoup moins source de valeur ajoutée, puisque c'est les petites mains, pourrait-on dire, ou les petits bras, qui s'occupent de produire et d'assembler les choses. Ça redevient à haute valeur ajoutée à la fin, parce que le marketing, ça demande de la stratégie. Travailler dans la communication, dans le marketing, élaborer des stratégies pour créer une marque, créer du prestige autour de cette marque, ça demande un savoir-faire commercial qui est donc à haute valeur ajoutée pour le coup. Service, ça c'est pour service après-vente. Donc là, il y a toute une organisation pour permettre que le produit fonctionne bien, et si jamais il y a un problème, bah, il y a un service après-vente. Donc ça aussi, c'est à haute valeur ajoutée. Donc ça vous permet de savoir un peu pourquoi chaque étape est à haute valeur ajoutée ou au contraire est peu source de valeur ajoutée. J'ai oublié de le faire figurer dans la rédaction. Euh, alors, j'étais où? Ainsi, donc, les tâches qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre mais qui sont relativement simples à réaliser, assemblage, sont localisées dans les pays où la main-d'œuvre est peu coûteuse. Okay.
alors que les activités à forte valeur ajoutée et nécessitant donc une main-d'œuvre très qualifiée seront localisées dans les pays développés. C'est normal puisque c'est dans les pays développés qu'on trouvera la main-d'œuvre la plus qualifiée, les universités, tout le système d'éducation et d'enseignement supérieur qui permet de former des gens qui vont générer cette valeur ajoutée. Donc, voire même dans certaines régions, ça veut dire que même à l'intérieur d'un pays, c'est pas tout un pays qui est qualifié, hein. C'est certaines régions qui ont des points forts dans certains domaines spécifiques, hein. Je vous donne un exemple pour être sûr. Euh, Autour de la région toulousaine, par exemple, est très réputée pour tout ce qui concerne l'aéronautique. Voilà. Ou alors la région bordelaise est réputée, par exemple, alors il y a le vin, mais il y a aussi pour les produits de luxe. Donc, les firmes multinationales ont tout ça en tête quand elles localisent leurs différents segments de leur chaîne de valeur. Donc d'autres paramètres peuvent influencer la firme dans son choix de localisation des différents segments de sa chaîne de valeur. Donc il y a d'autres paramètres, il n'y a pas que les coûts de production, enfin il n'y a pas que les coûts de main-d'œuvre, hein. Il y a aussi par exemple la fiscalité. Un pays qui pratique une fiscalité faible, il prélève peu d'impôts sur les entreprises, sur les bénéfices, c'est un pays qui sera attractif pour les entreprises multinationales. De la même façon, le fait qu'un pays possède des infrastructures de transport de qualité, c'est-à-dire un pays qui n'est pas accidenté, hein, où il y a des routes, des ponts, il y a un réseau de chemin de fer qui fonctionne, où il y a des aéroports, où il y a des ports pour transférer les marchandises dans les containers. Tout ça, ça va être des arguments pour attirer les firmes multinationales et rendre attractifs ces pays. Donc des infrastructures de transport, ça joue. Les infrastructures de santé, ça joue aussi beaucoup. Une main-d'œuvre peu chère, c'est intéressant, mais encore faut-il qu'elle soit en bonne santé, qu'elle ne tombe pas malade. Surtout en ce moment, vous voyez bien qu'on redécouvre les intérêts des infrastructures de santé, donc hôpitaux, médecins, ou alors des infrastructures d'éducation, écoles, universités. Avoir une main-d'œuvre qui sait lire et écrire et compter, eh bien, c'est avantageux. Donc les entreprises cherchent une main-d'œuvre peu chère, mais pas complètement illettrée non plus. Il y a une réflexion sur le rapport entre savoir-faire, compétences, éducation et prix de la main-d'œuvre. Donc voilà, il faut une main-d'œuvre qui soit peu chère, mais qui soit un minimum formée malgré tout. Sinon, vraiment, ça n'a plus aucune utilité pour l'entreprise. Et enfin, pour terminer, présence de matières premières, ça peut, ça peut être utile hein, selon le secteur où vous vous trouvez, ou alors de ressources naturelles, comme par exemple le soleil. Quoi qu'il en soit, une entreprise souhaitant se multinationaliser et mettre en place une DIPP doit réaliser des IDE. Donc le moyen de la multinationalisation, c'est le recours à des IDE, rappelez-vous, qui peuvent être soit des délocalisations, soit des investissements greenfield, donc on fait apparaître une filière à partir de rien sur un champ vierge, soit vous achetez ou vous rentrez dans le capital d'une autre filiale, donc via une prise de participation. Mais dans tous les cas, il va falloir recourir à un IDE qui sera enregistré dans la comptabilité. Pour chacun donc, de ces segments de production. Alors je vous donne un exemple pour illustrer tout ça. L'entreprise Renault, qui fabrique des voitures, comme vous le savez, s'est implantée au Maroc en 2012 dans la ville de Tanger, afin de profiter d'un avantage comparatif important qui est le coût de la main-d'œuvre. En effet, celle-ci est relativement qualifiée, donc les travailleurs marocains sont relativement qualifiés, c'est-à-dire qu'ils savent lire, écrire, compter, ils ont même parfois un niveau de qualification tout à fait correct, mais relativement à cela, ils sont 4 fois moins chers qu'en France. Ça veut dire que le SMIC marocain est 4 fois plus faible qu'en France. Ça veut dire que les Marocains sont payés au minimum 300 euros par mois. Donc je vais vous le préciser. Donc 300 euros. Alors effectivement, si la main-d'œuvre sait lire, écrire, compter et bien formée, et que vous la payez 4 fois moins cher, c'est un argument pour venir s'installer au Maroc. Et en plus de cela, les travailleurs n'ont jamais 2 jours de congé par semaine, voire plus comme ça peut être le cas en France, hein. Ils n'ont qu'un seul jour de congé. Ils travaillent 6 jours sur 7. Ça veut dire que non seulement vous les payez 300 euros, mais vous les faites travailler 6 jours sur 7. Donc pour l'entreprise, c'est très avantageux. Pour les travailleurs marocains, c'est moins sûr, mais
La question n'est pas là, c'est pas l'objet. Le Maroc est par ailleurs très avantageux pour Renault car l'entreprise est exemptée d'impôts pendant les 5 années qui suivent son installation. Donc ça c'est encore un argument pour attirer Renault, c'est que la fiscalité est très avantageuse. Pas d'impôt pendant 5 ans et en plus le Maroc offre à Renault un terrain. Donc ça c'est gratuit pour attirer les investisseurs. 314 hectares de terrain gratuits pour Renault pour qu'ils viennent s'implanter au Maroc. Donc vous voyez bien que Renault, quand il décide où est-ce qu'il va s'installer, eh bien il compare, il pèse le pour et le contre, il regarde les différents pays, ce qu'ils ont à offrir, et il choisit là où c'est le plus avantageux pour lui, de telle sorte à baisser ses coûts de production, et ainsi gagner en compétitivité prix. Alors, je vais tenter de vous passer l'extrait vidéo qui parle de l'exemple de Renault. Alors, je sais pas en termes de son, bon, on verra. Sinon, vous après. Hein. Allez, on va voir. Certaines se retrouveront dans les concessions françaises vendues à moitié prix comparé à leurs concurrentes. Alors comment produire une voiture moins chère? D'abord, avec une main-d'œuvre qualifiée mais peu coûteuse. Le salaire de base de l'ouvrier, 300 €, soit 4 fois moins que le SMIC français. Ici, 8000 salariés ont trouvé un emploi et ils travaillent 6 jours sur 7. Même s'ils refusent de parler de leurs revenus, les ouvriers, eux, semblent satisfaits. C'est un bénéfice pour nous. On ne parle pas côté monnaie, on parle côté déjà expérience, faire partie de ce groupe qui est gagnant. Autre solution pour baisser les coûts, mettre en commun la même pièce sur toutes les voitures de la marque. Vous avez des exemples là de pièces qui sont communes à l'ensemble de nos véhicules Dacia. Voilà, un airbag de volant. Cet airbag, il est monté sur les différentes voitures Dacia. Donc 5 modèles différents. Et donc là, on fait des économies d'échelle. Autre choix stratégique, utiliser des pièces déjà existantes dans le groupe automobile, des éléments produits à des millions d'exemplaires, ce qui évite des frais de recherche. Et le cœur de la voiture, c'est son moteur. Tous ceux que vous voyez ici équipent les 300 000 Dacia produites ici à Tanger. Et pourtant, ce sont des moteurs qui équipent déjà d'autres modèles du groupe Renault-Nissan, comme par exemple la Clio. L'autre recette qui ne se voit pas au premier coup d'œil, fabriquer plus simple avec moins de pièces et peu coûteuse. Alors prenez cet exemple, on dirait sur cette roue une roue en aluminium. D'habitude ça coûte très cher. Là vous avez l'impression d'avoir une jante en alu. En réalité c'est un enjoliveur en plastique et c'est pas cher. Soit moins 30%. Autre exemple, ce panneau de porte est constitué d'une seule pièce, là où habituellement on en met jusque 4. Moins 10%. La planche de bord, elle aussi, moulée en une seule pièce, là où sur d'autres véhicules, cela peut aller jusqu'à 5 pièces. Encore moins 10%. Toutes ces économies permettent de faire une voiture moins chère pour notre client. Et chaque euro compte. Le Royaume du Maroc permet aussi de bénéficier d'avantages fiscaux. Pas d'impôt pour le constructeur pendant 5 ans. Étape finale, l'exportation. Voici le deuxième plus grand port maritime d'Afrique du Nord, Tanger Med. Une zone de 800 hectares dédiée à l'automobile. Un espace aussi grand que 110 terrains de football. Des voies ferrées y apportent les véhicules directement de l'usine. 95% de la production se dirige vers 73 destinations dont la France. Et là encore, une astuce permet de réduire les coûts. Toutes ces voitures quittent le Maroc à bord de ces gros navires. Aucune ne paye de droits de douane puisque nous sommes dans une zone franche. C'est ce qui permet aux constructeurs de réduire toujours plus les coûts et donc de proposer des prix encore plus compétitifs. Donc voilà pour l'illustration du documentaire. Bon, j'espère que ça vous aide à fixer un peu les idées. Donc bon, je mets pause là et je reprends tout à l'heure pour une dernière petite vidéo.